Salut les devins ou re-salut, ça dépend parce qu'en fait c'est la deuxième vidéo de la journée que je vous propose. La première c'était le fameux débat de puissance entre Végéto SSJ Blue et le fameux dieu de la destruction Beerus. Et maintenant il est l'heure pour moi de vous présenter ma review de l'épisode 89 de Dragon Ball Super. Alors autant tout vous dire dès le début, même si cet épisode là est sur un énorme fond de filler, c'est-à-dire de hors-série, même si j'avais l'impression que les scénaristes de l'auto-animation s'étaient pris un petit cachet ou avaient fumé un petit truc avant de le scénariser, eh bien cet épisode là m'a diverti. Je vais pas vous dire qu'il m'a plu, pas forcément. Honnêtement, je l'ai trouvé très perché et pas forcément dans l'esprit Dragon Ball du début à la fin, mais j'ai passé un bon moment malgré tout. Je saurais pas trop vous expliquer, mais bon. C'est peut-être aussi parce que quand je l'ai regardé, j'étais complètement éclaté de fatigue, alors bon, du coup ça a passé, enfin bref, je ne sais pas. Alors, on commence directement l'épisode avec Goku qui est à la recherche de Kame Sennin pour le recruter au tournoi du pouvoir. Et en même temps, il veut aussi trouver Tenshin Han. Et là, comme par hasard, la coïncidence du siècle, Kame Sennin et Tenshin Han sont au même endroit, et c'est Oolong qui le dit à Goku, je comprends pas trop pourquoi. Goku n'a pas essayé de scanner autour de lui ou de scanner la planète, de scanner les ki qui se trouvent sur la planète pour pouvoir se téléporter, en sachant qu'il n'y a pas besoin d'avoir un ki surélevé ou quelqu'un qui force au niveau de son ki pour pouvoir se téléporter auprès de lui et pour que Goku le ressente. Parce que rappelez-vous de Goku qui s'était téléporté la première fois auprès de Kame Sennin pour lui prendre ses lunettes, enfin la première fois devant nos yeux, et les ramener devant toute la Team Z et prouver qu'il s'était téléporté sur l'île de Kame Sennin, ce qui avait énervé Vegeta d'ailleurs. Donc bon, la scène c'était sûrement pour réintroduire Oolong, pour le montrer qu'il est là, pour meubler l'épisode avec la maison de Kame Sennin, mais bon, voilà. Et on arrive au dojo de Tenshin Han, qui nous a été plus que spoilé. Ça fait des semaines que je vous avais annoncé ça sur la chaîne. Le dojo de Tenshin Han, la mystérieuse jeune fille qui arrive, Kame Sennin, tout ça, on le savait déjà. Et j'ai bien aimé le plan là, dans les montagnes avec les nuages et tout ça, vraiment façon mise en scène asiatique, voire même arts martiaux chinois. Donc, en gros, Tenshin Han maintenant se la joue Kung Fu Panda, mais en fait, je voudrais vous expliquer une petite chose. C'est que je pense que ce truc-là, là, de dojo de Tenshin Han, c'est une sorte de clin d'œil ou d'élément de scénario qui est repris du jeu du MMORPG sur PC qui s'appelle Dragon Ball Online. Si je dis pas de bêtises, il est sorti qu'en Asie ou qu'en Corée, enfin un truc comme ça, il y avait un délire un peu bizarre, et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu n'a pas forcément bien marché. Et si vous voulez, dans le jeu Dragon Ball Online, ce jeu-là se basait sur un peu tous les éléments qu'on connaît dans Dragon Ball, sur tous les produits dérivés, etc. Mais ce jeu Dragon Ball Online avait un petit peu créé sa propre timeline. Et à l'intérieur de cette timeline-là, Tenshin Han avait créé son dojo. Donc, même si je connais pas tout l'historique, je pense que l'idée a été reprise d'ici, et je trouve ça pas plus mal, ça correspond bien au personnage. Alors, pendant que Tenshin Han mène la vie dure à ses élèves et leur montre comment développer leur ki, d'ailleurs j'ai bien aimé cette phase-là, qui me rappelait un petit peu justement l'apprentissage de la technique du vol du Bokujutsu par Videl. Et Gohan était le maître, qui lui apprenait comment canaliser son ki, et qui a aussi fait la leçon à Goten, comment le matérialiser, comment s'en servir et tout ça. Et là, on a eu justement Tenshin Han qui nous montrait comment canaliser tout ça dans son ventre, etc. Voilà, j'ai trouvé l'explication vraiment super. Et pendant ce temps-là, on nous introduit le personnage de Yurin, dont on a parlé, reparlé dans tous les sens, qu'on a aperçu dans la dernière preview de l'épisode. Son design n'est plus à présenter, ressemble énormément à Chi-Chi je trouve, et au final Chaoz l'accompagnera jusqu'à la rencontre avec Tenshin Han. Mais en tout cas, dès que Yurin est arrivé dans l'épisode, quasiment toutes les théories ont été mises à plat. Au final, Yurin était méchante. Bon, pas tant que ça, mais elle avait de la rancœur en tout cas. Et là, on a commencé à démarrer une scène que au début j'ai pas mal appréciée. Mais honnêtement, pour rester poli, après c'est parti en cacahuète. Vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr, qui dit une arrivée d'une mystérieuse jolie jeune fille dans la série Dragon Ball Super, et si Kame Sennin est dans les parages, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il va se passer un truc bizarre avec Kame Sennin. Et justement, on commençait à partir dans une scène qui est du Dragon Ball classique. N'hésitez pas à lire ou à relire les premiers tomes de Dragon Ball, ou à revoir ou voir les premiers épisodes de Dragon Ball, enfin tout Dragon Ball je veux dire, sans le Z à la fin, et à peu près tout le long, on avait droit justement à ce genre de phase, avec Tortue Géniale, qui était à fond dans son rôle de pervers de service, et ça rendait plutôt bien. Et pourtant, des fois ça allait loin, on voyait Bulma, qui était vraiment pas censurée, on voyait ses fesses dénudées, etc. Et pourtant, ces scènes-là ne m'ont jamais choqué. Aujourd'hui, dans cet épisode 89, j'ai été choqué de ce qui s'est passé ensuite. Alors, au début, c'est plutôt drôle, Kame Sennin qui arrive en furie, qui a senti que quelque part il y avait une fille qui est en train de la dévisager, qui regarde sa poitrine, etc. La fille se sent gênée, pose ses bras sur sa poitrine, bon, tout ça c'est plutôt du Dragon Ball classique. Après, petit coup de censure, il ne sort pas du sang du nez de Kame Sennin, mais des fumées. Allez, ça passe, pourquoi pas. Ça reste toujours drôle. Et au final, Yurin demande à ce que Tenshin Han devienne son sensei, devienne son maître, mais au final, Tenshin Han, après avoir entendu les motivations de Yurin, refuse. Tout simplement parce qu'au final, elle lui a caché pour le moment ses vraies motivations à rejoindre son dojo, et elle lui a fait croire que c'était uniquement pour la forme physique et la beauté. Mais bien sûr, Kame Sennin, en tant qu'invité d'honneur du dojo, a fait en sorte que la jeune Yurin soit recrutée en tant que nouvelle élève. Et là, ça a commencé déjà à partir en vrille, avec la manière dont Kame Sennin se l'a attrapé, il se l'est porté sur l'épaule, et je vais vous afficher l'image à l'écran, avec sa main droite, il l'a attrapé par les fesses. Bon, c'est un peu bizarre, parce que si vous avez bien remarqué, si vous regardez à chaque fois, depuis le début de
Dragon Ball, il y a toujours des phases d'humour avec Kame Sennin et sur sa perversité débordante, mais au final, il va jamais jusqu'au bout. Et même dans Dragon Ball Super, quand il y avait eu un délire là dans un épisode hors série, c'était l'épisode où Kaio du Nord voulait se faire ressusciter. Et en fait, pour éviter que Kame Sennin demande de recevoir un troupeau de filles en vœu de Shenron, eh bien Bulma lui avait appelé un peu des escortes ou je sais pas trop quoi. Et je me rappelle plus forcément trop bien de la scène. Je crois qu'il s'est mis à saigner du nez ou à tomber dans le coma, enfin dans les pommes, voilà. Il y avait un délire comme ça, qui avait stoppé la scène pour ne pas qu'il se mette à les toucher, à les tâter ou je sais pas quoi. Et là, bon, déjà, la manière dont il a attrapé, ça m'a un petit peu choqué. Pourtant, vous savez, de la nudité à la télé, dans la vie en général, sur internet, même dans la rue, etc., on en voit tous les jours, tout le temps. Mais c'est la manière dont ça a été mis en forme qui m'a choqué, et ça, c'est juste un tout petit début. Ce qui m'a choqué vraiment, ça arrive ensuite. Du coup, encore une fois, au lieu de se téléporter, Goku arrive en volant, bon, pourquoi pas. Ah oui, et j'ai oublié de le mentionner, pour ceux qui n'auraient pas bien suivi, cette histoire-là de Goku se passe à peu près en même temps que toute l'intrigue autour de Gohan et Piccolo qu'on a eu un épisode 88, ce qui explique pourquoi Goku a eu le temps de faire ça, parce que quand il a laissé Gohan tout seul, il est parti à ses occupations, vous voyez. Ce sont deux histoires parallèles qu'on nous raconte. Et du coup, les retrouvailles de Tenshin Han et de Goku sont brèves, mais plutôt pas mal. En plus, on nous fait comprendre que Tenshin Han n'a pas arrêté de s'entraîner, que ça fait partie de ses préceptes, voilà, donc c'est plutôt cool, ça nous met plutôt dans l'ambiance pour le tournoi du pouvoir, ça nous fait un petit peu comprendre qu'il ne sera pas 100% inutile. D'ailleurs, au passage, j'ai une vidéo que je vous mettrai en description sur les capacités et sur les apports de Tenshin Han au fameux tournoi du pouvoir. Si vous vous demandez à quoi il peut bien servir celui-là, eh bien j'essaie dans la vidéo de tout vous expliquer en détail. Bon, bref, maintenant on passe à la scène qui, oui, m'a choqué. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous ça vous a fait rire, mais moi ça m'a choqué. Ça partait bien pourtant, la jeune fille Yurine vient de se changer, on nous a pas montré cette scène-là. Est-ce que Kame Sennin l'a observé comme un pervers pendant que se changeait ou autre? Ça n'a pas été joué comme carte, ça aurait pu être drôle. Et au final, Kame Sennin lui sort d'une manière encore très drôle, qu'il va la purifier de sa malfaisance ou quelque chose comme ça, bon voilà. Un délire pour en gros faire le pervers. Et Kame Sennin s'est commencé à taper un petit peu des poses lubriques là, avec les tons de couleurs là qui se sont assombris et tout ça. Et Tortue Géniale lui a dit non mais mes yeux ne me trompent pas, voilà, tout ça c'était bien fait. Et là, on s'est retrouvé dans un cas très particulier et unique pour Kame Sennin, je trouve, dans Dragon Ball, dans lequel Tortue Géniale s'est retrouvé seul dans une pièce très bien fermée, sans qu'aucun membre de la Team Z puisse les voir, et il a commencé à pourchasser la fille à la jeune Yurine, en lui disant que de la malfaisance débordait de ses fesses, débordait de ses seins, et en gros il s'est mis à les courir après pour la purifier, donc en gros l'attraper et lui faire ce qu'il voulait. Et je ne sais pas comment vous appelez ça, mais une fille qui crie non, qu'elle veut pas, qu'elle fuit en courant, qu'elle se tient de partout pour ne pas être touchée, et que quelqu'un lui court après sauvagement, pour moi j'appelle ça une tentative de viol. Et le pire dans l'histoire, c'est que Goku ouvre la porte pour aller voir parler à Kame Sennin, il voit qu'il est en train de courir après Yurine comme un fou, et il dit je reviendrai plus tard, il ferme la porte. Moi je m'attendais à ce que Goku aille calmer le jeu, qu'il attrape Kame Sennin ou qu'il y ait un truc drôle, vous voyez, un truc comme ça. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, que les deux se cognent la tête, et bon voilà, c'est fini, et Yurine s'enfuit. Non, pas du tout. Il aura fallu que la animation se dise ah tiens, ça va peut-être un peu trop loin, et on va faire en sorte que Kame Sennin ait une autre pulsion perverse qui lui fasse sortir de la fumée du nez à la place du sang, et on va faire en sorte que Yurine s'enfuit comme ça. Alors peut-être que vous allez trouver que j'en fais trop, mais je suis toujours honnête avec vous et je peux pas faire autrement. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça en zone commentaire, mais c'était un des points majeurs qui m'a fait bloquer carrément sur cet épisode-là. Et ensuite on a tout un enchaînement de scènes dans lesquelles on voit au final que Yurine avait des plans encore plus complets que ce qu'on croyait, que c'était pas juste une simple vengeance d'adolescente ou je sais pas trop quoi, et que clairement elle en voulait à Tenshin Han, et que pour ce faire, elle va utiliser la même méthode, et ça je vous l'avais déjà dit dans ma preview, dans mon analyse de la preview de cet épisode 89, de possession façon Jiangxi, comme on peut trouver dans Shaman King ou encore Nambaka, et tous les élèves du dojo se sont mis à être zombifiés, à courir dans tous les sens et à pourchasser les villageois. Rien de nouveau du coup, mais par contre, juste après la pause, la coupure pub, on a eu du nouveau, et de la bonne nouveauté, avec le retour de Caulifla, visiblement toujours en train de manger son espèce de rôti là, et celle-ci refuse de participer au tournoi du pouvoir dans l'équipe de Kabe, Team Univers 6. Mais sur le plan suivant, on voit qu'une jeune fille est là, présente, en bas à droite. Bien sûr, vous l'aurez tous reconnu, on en a parlé dans les récentes sessions de spoilers sur la chaîne, elle sera très bientôt présentée sur le site officiel de la Toanimation, c'est inscrit dans le code source de la Toanimation, elle s'appelle Kale, ou Kale ou Keru pour la prononciation, et bien sûr elle est celle qu'on appelle la fille Broly. Et ce sont deux personnes différentes entre Caulifla, et Caulifla je vous le rappelle, ça fait référence au chou-fleur, et Kale ça fait référence au chou frisé. Sachant que Broly c'est le brocoli, et ben j'aurais plus vu Caulifla être en quelque sorte l'hommage à Broly, vu que c'est chou-fleur et que les deux sont plus souvent associés que le chou frisé et le brocoli. Bon, peut-être que je chipote un peu trop, mais peut-être qu'il y a un indice même, vous savez, dans ces noms-là. Peut-être qu'en y réfléchissant un peu plus, ou peut-être c'est complètement con ce que je dis, mais voilà, ça pourrait peut-être nous apporter un truc. Alors, une petite question que je me pose, et honnêtement, on n'a pas la réponse dans cet épisode-là, et je vous l'avais déjà posé en review de l'épisode 88, c'est est-ce que ces gars-là, là, qui accompagnent Caulifla, qui font partie de son gang, sont aussi des Saiyans de l'univers 6? Parce qu'honnêtement, on peut dire qu'ils ont tous une tête différente, un physique différent, et qu'il n'y en a pas vraiment
vraiment un qui a le don de nous rappeler le physique des Saiyans. Alors, on pourrait imaginer que comme le mode de vie sur la planète Sadara est très différent de celle de la planète Sadara de l'univers 7 ou de la planète Vegeta de l'univers 7 à l'époque, ben que leur peuple a changé aussi de traits de physique et que certains sont beaucoup moins athlétiques, enfin bon. Mais ça explique pas non plus les couleurs de cheveux. Bon, visiblement celui qui a les cheveux rouges c'est une teinture, mais les autres là, ceux qui est un petit peu blond et tout ça, celui qui est châtain, comment on explique ça? La forme des yeux qui ne correspond pas aux Saiyans de l'univers 6 non plus. Bon, ça fait beaucoup de questions. Et sinon, où est-ce que Caulifla aurait pu les recruter mis à part Sadara? Il y a la planète Terre, mais elle était inhabitée depuis très longtemps. Et ça m'étonnerait honnêtement que juste depuis le temps où Beerus l'a fait reconstruire grâce à Super Shenron dans l'univers 6, bah que Caulifla ait eu le temps de recruter sur Terre de l'univers 6. Ça m'étonnerait énormément. Donc, allez savoir d'où ils sortent. Est-ce que c'est l'auto-animation qui pète un câble sur les designs? Honnêtement, c'est possible. Et au final, les devins, on sera resté sur un mystère total concernant cette fille Broly. On a eu un plan fixe sur elle. Bien sûr, ça c'était pour que l'auto-animation nous dise, regardez, vous la voulez, elle est là. C'est vraiment celle de l'opening qui se transforme. Et pendant ce temps, les gars de l'équipe de Caulifla essayent de victimiser un petit peu Kiabe, mais celui-ci se transforme en Super Saiyan et arrive à étonner tout le monde, et même Caulifla elle-même, qui va continuer de refuser, mais Kiabe lui promet en quelque sorte de pouvoir lui enseigner comment se transformer en SAJ, atteindre ce niveau de puissance-là. Donc, en quelque sorte, il est sous-entendu que le niveau de puissance de Kiabe actuel en SAJ 1 est supérieur à celui de Caulifla forme normale. Vous allez me dire que c'est logique, mais on peut très bien avoir un personnage, même un Saiyan, qui en forme normale est meilleur qu'un autre Saiyan transformé en SAJ 1. Le SAJ 1, c'est un multiplicateur x 50 de la force du Saiyan dans sa forme de base, d'après les guidebooks de Daizenshu Dragon Ball Z. Du coup, on aurait pu imaginer Caulifla être de base 100 fois plus forte que Kiabe. Bah du coup, si Kiabe augmente x 50, ben voilà, ça réduisait un petit peu le fossé, mais c'était pas suffisant. Bon, en tout cas, ce n'est pas du tout le cas, et ça permet justement à Caulifla de réfléchir et de réétudier la proposition, et au final, elle a l'air plutôt partante. Et pour le moment, il nous est pas parlé du tout de Kale, et de comment elle va être amenée justement dans ce tournoi-là. L'auto-animation joue encore très bien sa carte mystère, parce que on peut partir en vrille sur des tas de théories, d'idées, de tout ce que vous voulez. Je trouve, et vous allez me dire ce que vous en pensez, que l'auto-animation ne donne aucun indice. Est-ce que vraiment cette fille Kale va faire partie du tournoi du pouvoir en tant que participante, c'est ça que je veux dire? Et ça, pour rappel, ça n'a pas été dit. Est-ce qu'au final, elle sera impliquée dans un combat, va devoir se transformer, elle sera attaquée ou quelque chose comme ça, mais ne sera pas dans un combat du tournoi? Vous savez, ça peut arriver aussi. Est-ce que ce sera finalement une sorte de désistement de Caulifla, un empêchement, enfin je sais pas trop quelle débilité, qui va faire que Kale va prendre sa place? Enfin voilà, on peut partir sur des tas de pistes. Et le pire dans l'affaire, c'est qu'elles sont toutes cool à entendre. Donc voilà, dès qu'on a des éléments de l'auto-animation, dès qu'on a même une toute petite piste, je viendrai vous en parler sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, on reprend sur les hostilités dans le dojo de Tenshin Han. On quitte l'univers 6 et Chaoz essaye de se rendre utile comme il peut et d'enlever les sceaux qu'il y a sur les visages des apprentis de Tenshin Han, mais c'est sans effet. Visiblement, ils sont dotés d'un bouclier qui empêche que les pouvoirs psychiques de Chaoz tapent dessus. Quand j'avais vu la preview, je m'attendais plutôt à une Dodonpa de la part de Chaoz, mais visiblement, ce sont ses pouvoirs psycho. Alors, Yurin maintenant se révèle totalement et nous explique qu'elle avait en fait une sorte de petite querelle d'enfance avec Tenshin Han, qu'elle a été triste de voir Tenshin Han le quitter comme ça et au final, dans le fond, elle l'aime bien, mais elle a été déçue justement par le fait que Tenshin Han ait quitté l'école des grues et ne l'a pas pris avec lui. Enfin bon, c'est un petit délire comme ça. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a aucun lien de parenté qui n'a été établi entre Yurin et Tenshin Han. Tout comme il n'y a aucun lien qui a été établi entre Yurin et par exemple Tao Pai Pai ou le maître des grues ou quoi que ce soit. Et suite à ça, l'équipe à Goku s'en tire de mieux en mieux en arrivant à délivrer quelques-uns des membres justement du dojo de Tenshin Han. Même si j'ai trouvé un petit peu ridicule que Chaoz ait été surpris et eu peur de un de ces zombies-là, honnêtement, entre vous et moi, Chaoz, on est d'accord que Chaoz a le niveau pour faire face à un gars comme ça. Un mec qui de base n'arrive pas à contrôler son ki, qui sûrement zombifié y arrive, mais bon voilà, vous comprenez que ce mec-là zombifié, il doit pas non plus aller très loin en termes de puissance. Et là par contre, on a eu une confrontation que j'ai trouvé drôle plutôt dans l'esprit classique de Dragon Ball, entre Kame Sennin et Yurin. Ça rattrape de la toute première scène dans l'épisode. Une scène dans laquelle elle s'est mise à vouloir frapper Kame Sennin, elle lui a dit qu'elle allait le fracasser, et au final, lui, il lui a donné le torse, et elle a tapé du plus fort qu'elle a pu, mais ça lui a rien fait, et au final, Yurin se retrouve au sol, laissant entrevoir à Kame Sennin sa culotte, et du coup, c'est encore de l'énorme fumée qui est sortie du nez de Kame Sennin, et même si là, la censure était aussi présente, ben, le passage était beaucoup plus drôle, était tout simplement drôle, alors que celui en début d'épisode, je ne l'ai pas trouvé drôle, et là, c'était pas spécialement choquant, parce que c'était une scène qui peut arriver n'importe quand dans la rue. Si une inconnue tombe et qu'elle est en jupe et que malheureusement vous voyez ses dessous, ben voilà, c'est la vie. Tandis que courir après une fille dans la vraie vie, ben, c'est une tentative de viol, je me répète, mais c'est la vérité. Et Yurin finit par taper dans le point faible de tout homme, à savoir ses parties intimes, et du coup,
elle lui colle un parchemin aussi sur la tête et elle va pouvoir le contrôler à sa volonté et faire en sorte qu'il combatte Tenshin Han. Il est clair et pourront dire ce qu'ils veulent dans DBS, ça j'en suis convaincu. C'est pas que je veux me la jouer plus important que l'auteur ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, faut pas non plus abuser. Et là, de toute façon, ce n'est pas Akira Toriyama qui a décidé ça, mais c'est la Toonimation, histoire de rallonger ces épisodes jusqu'à ce que le vrai tournoi commence. Mais il est clair que Tenshin Han est plus fort que Kame Sennin depuis très longtemps et qu'il l'est toujours. Par contre, la Toei Animation a été très forte sur le coup parce qu'elle nous a sorti la technique d'électricité de Kame Sennin qui s'appelle le Bankoku Bikurisho. Désolé pour l'accent, mais on s'est compris. Et ça, si vous avez vu ma vidéo spéciale sur Kame Sennin au tournoi du pouvoir, sur ses capacités, sur tout ce qu'il pourra amener, etc., je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, ben vous allez vous rappeler que j'ai parlé de cette technique-là, et en bref, je vous avais dit que cette technique-là, elle est bien pour Kame Sennin, parce que le fait d'envoyer de l'électricité si puissante sur un adversaire, c'est pas la même chose que d'envoyer un Kamehameha. Parce que si vous voulez, une vague de ki, c'est de la déflagration, on peut appeler ça comme ça. Alors que électrocuter quelqu'un, c'est s'en prendre directement à ses nerfs, à toutes ses liaisons et ses connexions nerveuses. Et je suis pas médecin, donc je pourrais pas affirmer ce que je vais dire, mais je pense que affecter tous les nerfs du corps de quelqu'un, ça doit faire partie des pires douleurs que l'on peut subir. Et bien sûr, c'est paralysant, on ne peut rien faire à ça. Et en gros, même si je suis pas non plus physicien, je pense que là, c'est pas une question de puissance ou de ki, mais c'est une question de voltage. Enfin, il y a un délire comme ça, je pense. Et dans ma vidéo sur Kame Sennin, vous allez peut-être rire, mais je vous avais dit, et que se passerait-il si Kame Sennin utilise le Bankoku Bikurisho contre un gars comme Toppo? Ben, je vous avais dit qu'en toute logique, même Toppo devrait en souffrir, à part s'il a une sorte de peau immunisée à tout ce qui est électrique, etc., qui empêche de conduire justement l'électricité. Mais normalement, n'importe quel être qui est comme nous, qui est plutôt conducteur du courant électrique, ben, devrait en souffrir énormément, peu importe sa puissance. Et imaginez l'absurdité de voir Kame Sennin paralyser un gars comme Jiren, c'est complètement fou, mais techniquement, c'est pas forcément impossible. Bon, par contre, là où c'était un peu tiré par les cheveux, c'est que cet épisode nous a fait comprendre qu'en gros, si Kame Sennin avait tiré son Kamehameha contre Tenshin Han après l'avoir électrocuté, ben en gros, Tenshin Han aurait pris cher, aurait été KO ou quoi que ce soit. Franchement, je pense qu'un Tenshin Han qui ressort du Bankoku Bikurisho, une fois que l'effet est annulé d'électricité, bon, il est sonné, il est pas bien, etc., on est d'accord. Mais de là à se dire que le Kamehameha de Kame Sennin l'aurait fracassé, bon voilà, je suis pas super d'accord avec ça. Bon, les devins, on poursuit, et justement, le fait de mettre Tenshin Han en retrait, qui venait d'utiliser le Shioken au passage, le fait de se faire pousser des bras, et ça c'est super bien de l'avoir montré, ben en tout cas maintenant c'est au tour de Goku de prendre sa place, comme par hasard s'il y a un combat et qu'il y a Goku dans les parages, Goku va forcément se taper. Et au final, Yurine continue ses petits tours de sorcellerie, d'ailleurs je ne sais pas chez qui, où est-ce qu'elle a pu apprendre de la sorcellerie. On entend de temps en temps parler de sorciers ou de sorcellerie dans Dragon Ball, mais jamais on nous explique quelle est la source. Est-ce que c'est du ki maléfique au final? Enfin, d'où viennent ces incantations? Bon, ça ne nous est jamais vraiment expliqué. Et au final, Yurine arrive à exploiter, d'après ce que dit Goku, le ki qui se trouve en Kame Sennin. Alors la scène est visuellement cool à voir, mais honnêtement, est-ce que c'est cohérent? J'ai du mal. Et honnêtement, j'ai du mal avec ça. Même si Goku dit, ah ben Kame Sennin a dû s'entraîner et nous cacher cette force-là, tu t'es entraîné sans relâche. Bon, quand même, sur tous les plans qu'on nous montre de Kame Sennin à chaque fois dans la série, il est en train de lire une revue perverse ou quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire qu'on ne le voit pas 24 heures sur 24 ce qu'il fait, mais quand même, ça paraît vraiment tiré par les cheveux qu'il ait pu progresser à ce point, et j'ai l'impression que la Toonimation est encore en train de s'arranger comme elle en a envie, et de nous foutre un power-up qu'on ne sait pas d'où il sort au final, on ne sait même pas si ça va être gardé ça durant le tournoi du pouvoir, et des fois on se demande si la Toonimation et Toyotarou et Akira Toriyama se passent des coups de fil, parce que, pour se mettre un petit peu d'accord, parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Bon, au final, la scène de combat, on l'avait déjà vu dans la preview, elle est super belle, très dynamique. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Au final, j'ai envie de dire pas trop, mais bon, voilà, ça, c'était divertissant de voir ce combat-là malgré tout, faut le dire, faut être honnête. Et ce combat-là finit sur quelque chose qui sera important pour le tournoi du pouvoir, la confiance. Savoir se faire confiance et anticiper les mouvements des autres sans avoir à parler, à communiquer. Et c'est ce que fait Goku, il se lance dans un Kamehameha qui va envoyer depuis le ciel, en sautant dans le ciel, enfin en volant, et l'envoyer en pleine tête sur Kame Sennin. Mais pour que ça marche pleinement, Goku a besoin que Tenshin Han ou Chaozu les deux fassent en sorte que Yurine arrête ses conneries et enlève le sort et le sceau qui est posé sur Kame Sennin. Et du coup, sans leur demander, Tenshin Han et Chaozu ont compris ce qu'il se passait, et Tenshin Han a réagi et dit à Chaozu d'immobiliser Yurine, ce qui fait que le sort est complètement relâché, avec sa jupe qui se relève en plus, donc elle est obligée de tenir sa jupe soi-disant pour ne pas tenir le sort, qui est un peu débile, hein, mais bon. Et au final, Kame Sennin se prend en pleine poire un énorme Kamehameha, en tout cas énorme concernant son explosion, mais quand on revient sur Kame Sennin, on voit qu'au final, le cercle était pas si énorme que ça. Donc bon, je pense que la Toonimation a voulu faire une jolie réalisation et c'était réussi, mais encore une fois, niveau cohérence, hein, c'est pas trop ça. Mais bon, vous m'avez bien compris, je me prends pas trop la tête, parce que voilà, cet aspect-là hors série filler, voilà, quand c'est comme ça, je mets un petit peu mon côté critique de côté, et voilà, j'essaie d'apprécier les choses. Du coup, les devins, l'épisode se termine bien sûr avec la résolution du problème, et même si Yurine a causé
causé énormément de mal au village auquel elle vient de s'attaquer et au dojo de Tenshin Han. Mais finalement, on va rentrer dans une scène dans laquelle Tenshin Han fait preuve de clémence, lui dit écoute, si tu t'excuses et que tu acceptes de suivre mon entraînement, etc. à la dure, c'est bon, tu pourras faire partie de mon équipe. Yurin s'excuse, elle accepte de faire partie de son équipe. Voilà, tout est réglé. Il y a 2 minutes, c'était la fin du monde et maintenant on est tous amis. Encore plus vite que dans Naruto. Et bien sûr, à la fin de l'épisode, Tenshin Han accepte la proposition de Goku que Tenshin Han avait refusé en tout début d'épisode. Bien sûr, si Tenshin Han avait accepté en début d'épisode de faire partie du tournoi du pouvoir, l'épisode 89 n'aurait servi à rien. On est tous d'accord. Du coup, Goku est content. Il a ses 10 membres pour le tournoi du pouvoir et on nous les montre chacun tour à tour en nous disant leur nom dans une scène plutôt classe. On voit encore une fois le ring qui est de plus en plus construit. Bien sûr, ça devient une habitude. Et bien sûr, la preview de l'épisode suivant, l'épisode 90, dont des spoilers sont déjà sur la chaîne et d'autres arrivent très rapidement sur ce combat autour de Gohan et de Goku. Et du coup, on va s'en reparler très vite. Du coup, les devins, avant de vous laisser, je vous ferai une petite précision. Un petit rappel pour vous dire que cet épisode m'a rappelé aussi que les doubleurs originaux de Tenshin Han et de Kame Sennin sont décédés, que ce ne sont pas leurs voix originales et que ce sont donc des voix de remplacement. Et voilà, même si je ne connais pas ces personnes-là qui font les doublures, de savoir qu'ils avaient un rôle principal ici et d'entendre constamment que ce n'étaient pas les voix dont j'ai l'habitude d'entendre dans la série, en particulier dans Dragon Ball Z, ça m'a fait un petit truc bizarre, vous savez, une sorte de petit pincement au cœur, même si j'ai aucun lien avec ces personnes-là. Et en tout cas, je voulais vous en parler. Du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo. Et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour les prochains arts divinatoires.